pour objectif de lutter contre le terrorisme djihadiste. C'est pas la même chose qu'en Centrafrique où la force avait pour objectif de rétablir le calme dans une guerre civile ou de mettre fin à une guerre civile pour rétablir le calme. Il n'empêche, Charles Malinas, dans les deux cas, la France est un petit peu poussée vers la sortie. C'est en ce sens qu'il y a certaines similitudes. Alors, en Centrafrique, la France n'a pas été poussée vers la sortie. Elle est partie d'elle-même. Mais c'est vrai qu'après, la Centrafrique a choisi Wagner au détriment de la France, hein, quand même. Les derniers sont partis, sauf erreur de ma part, en 2021. Oui, mais le président Touadéra avait un problème d'organisation de sa sécurité, de la sécurité du pays. Dès lors que la France était partie et que la Russie se proposait de le faire, eh bien écoutez, les autorités centrafricaines ont choisi la Russie, et pourquoi ne l'auraient-elles pas faite ? Vous voyez, alors que là, on n'est pas du tout dans la même situation. Là, on est dans une situation, je dirais, presque plus classique dans les pays francophones, donc de l'ex-empire français. C'est que la France a longtemps été présente, d'abord d'une manière inégale, ce qu'on appelait la Centrafrique, et ensuite, sa présence a étouffer ou occulter les mouvements internes, les luttes internes. La France, en général, a pris position pour tel dirigeant, pour tel autre. Et évidemment, elle s'est retrouvée mise en cause par ceux qui étaient opposés à ces dirigeants. Bien. Au Niger, qu'est-ce qu'on a ? On a un mouvement interne de contestation de l'élection du président Bazoum, un putsch. Moi, je ne me prononcerai pas sur le caractère justifié ou pas des choses. C'est pas le sujet. En tout cas, les putschistes jouent à chaque fois, encore une fois, sauf erreur de ma part, du sentiment anti-français qu'il y a dans les populations africaines. Voilà, des Français qui passent souvent pour des colonisateurs et les putschistes qui passent pour des libérateurs. Oui, bien sûr, ils utilisent ce sentiment. Mais en même temps, on peut noter dans certains pays, et notamment en Centrafrique, un sentiment d'abandon créé par la France à la suite de son départ, par des populations qui voyaient, et c'était le cas en Centrafrique, dans la France, des gens qui maintenaient le calme. Donc, si vous voulez, c'est quand même relativement compliqué. Et sur le sentiment anti-français, il existe évidemment. Il est favorisé par ce que vous dites, il est aussi favorisé par un certain nombre d'actions, y compris de la Russie, au travers de Wagner et pas seulement. Mais ce sentiment anti-français, il puise ses racines plus profondément dans une relation inégale entre la France et ces pays. Donc la question, si vous voulez, aujourd'hui, à mon avis, c'est de rebâtir une relation avec des pays en Afrique qui ne soit pas une relation inégale, une relation, je dirais, d'anciens colonisateurs qui bénéficie d'une présence assurée avec un pays en quelque sorte captif de sa relation, mais rebâtir une relation avec des pays majeurs, avec tous les problèmes que ça pose, comme on le fait ailleurs dans le monde. Et je ne vois pas d'autre solution que celle-là. Charles Malinas. Question encore sur ce qui se passe dans cette région plus largement. On a eu des coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry aussi, et partout on entend les mêmes slogans contre la présence française, partout on voit les mêmes drapeaux russes arborés par les populations. Selon vous, en quelques mots, je vous pose la question en tant qu'observateur de la vie politique de votre région, quelles ont été les erreurs commises par la France dans cette région ? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer dessus. Je pense que d'abord, la France est la puissance colonisatrice. Avec des difficultés, avec certains de nos pays depuis leur indépendance. J'ai l'habitude de le dire, si vous prenez l'exemple du Mali, il n'y a pas eu un seul président du Mali qui n'a pas eu de difficultés avec l'État français. Depuis Modibo Keïta jusqu'à récemment, le pouvoir de transition en passant par Ibeka, ATT et autres. Il y a la situation, pour le cas du Mali, il y a la situation de la rébellion du Nord, où la France, par plusieurs fois, ne s'est pas montrée suffisamment objective, suffisamment neutre, et a eu des tropismes favorables aux différentes rébellions qui se sont succédées au nord de notre pays. Cela a créé énormément de frustration et d'incompréhension.
Il y a évidemment la fameuse, je dirais, France-Afrique, c'est-à-dire le soutien à des régimes qui étaient pas franchement efficaces, pas franchement démocratiques. Et en contrepartie de je ne sais quelle autre action ou quel autre intérêt, il y a la question du franc CFA, qui est aussi quelque chose qui peut paraître anachronique, puisque c'est la seule monnaie en la matière qui lie l'ancienne puissance colonisatrice et ses colonies. Donc il y a suffisamment d'éléments qui laissent penser que la France part pour mieux rester. La France ne veut pas vraiment quitter le continent. Il y a l'implication, évidemment, si je prends le cas du Niger, sur la question de l'uranium, le Niger étant considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, alors que l'uranium, comme tout le monde le sait, c'est beaucoup de fantasmes sur le nucléaire et sur l'électricité qui est fournie en France. Donc il y a suffisamment d'éléments pour critiquer. Et je pense aussi que la communication et l'action des dernières années des autorités françaises n'a pas franchement aidé à résoudre ces incompréhensions et ces mésententes. La présence militaire française en Afrique a perduré au-delà de la colonisation du fait de ces accords. La France est intervenue 60 fois dans 24 pays en 60 ans. Pour le plus grand bien des potentats africains et pour la préservation des ressources naturelles jugées indispensables à l'économie française. C'est ça, la France-Afrique. Et tout cela perdure malgré les vœux hypocrites de chaque président de la République française d'en finir avec les liens opaques qui unissent la France et les dirigeants de ses anciennes colonies. Et si d'aventure un pouvoir africain montre ne serait-ce que quelques velléités d'indépendance, comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire à l'issue des élections de l'an 2000, l'assurance vie de la présence militaire française se transforme en facteur de déstabilisation et d'affaiblissement pour ce pouvoir. À ce sujet, permettez-moi de vous interroger sur le rôle exact de la France dans le bombardement de Bouaké en 2004 et des événements qui s'en sont suivis, Madame la Ministre. Je note à ce sujet que dans la procédure concernant le bombardement, la juge d'instruction Sabine Kéris demande le renvoi des ministres de l'époque, Dominique de Villepinte, Michel Alliot-Marie et Michel Barnier devant la Cour de justice de la République. Avons-nous affaire à une barbouzerie qui a mal tourné et qui, cette fois-ci, mêlerait le sang de nos soldats avec celui des citoyens ivoiriens? Comptez-vous ouvrir les archives pour qu'enfin éclate la vérité dans cette affaire? Toutes ces méthodes sont d'ailleurs les racines de l'image déplorable de la France sur le continent africain et la raison de notre manque de crédibilité en Afrique. Intégré politique, militaire, financier de la France en Afrique, c'est vrai que au bout d'un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a une ambiguïté entre finalement la France et l'Afrique? Et je me suis dit, finalement, est-ce que la France connaît réellement l'Afrique, l'histoire africaine des Africains? La réponse est non. La réponse est non. Ouais. La réponse est non. Ça veut dire que, je dis, les journalistes français en premier, on s'intéresse en Afrique, c'est comme l'Afrique, c'est un peu notre miroir. On s'intéresse à l'Afrique, à ce qui nous ressemble. Quand la Côte d'Ivoire ou Abidjan, c'est un village gaulois, vous aviez 50 000 Français à Abidjan. La France se sent chez elle en Afrique. Et malheureusement, je veux dire, il y a une histoire réelle de l'Afrique et qui n'est pas du tout, qui n'a jamais été traitée, suivie, ni rien. Et vous dites aujourd'hui que la France, d'une certaine manière, a perdu l'Afrique. Elle se réveille, comme vous dites, avec la gueule de bois et qu'elle ne voit pas, en fait, ou qu'elle ne veut pas voir que l'Afrique est aujourd'hui une Afrique mondialisée et dans laquelle la France a de plus en plus de mal à trouver sa place. Absolument. Ça veut dire, moi-même, ça paraît évidemment, le titre paraît une mise en accusation, mais en même temps, l'épilogue, c'est les occasions perdues. Ouais. Ça veut dire la France était en Afrique, était soi-disant, c'est elle qui avait la science africaine par rapport à ses personnes, ses partenaires. C'est vrai aussi que la présence militaire française, qui est vraiment extrêmement très importante. La France est quand même la seule puissance occidentale militaire à avoir 10 000 hommes sur le continent en dehors de Djibouti. Ouais. Et ça sert un peu de cache-misère à une présence française un peu en déshérence. Et d'ailleurs, vous parliez de présence militaire. Tout le monde en prend pour son grade dans votre livre. Et en premier, les présidents français, ce sont vraiment des chefs de guerre arrogants. Oui, ça veut dire, c'est l'arrogance et la méconnaissance. On a l'impression qu'il y a une méconnaissance de l'Afrique. Quand vous pensez que le général de Gaulle pensait imploser le grand Nigeria pour prendre le Biafra pétrolier, ça a été un échec. Quand vous pensez à François Mitterrand, qui pensait remplacer les Belges au Rwanda et qui n'avait pas vraiment bien traité le dossier, sous-estimé. Au Congo, d'ailleurs. Au Congo, et sous-estimé vraiment ce qui se passait dans ce Rwanda pré-génocidaire par
presse au désintérêt, je veux dire, qui était aussi une méconnaissance en pensant toujours que la France contrôlait tout, savait tout, et puis pouvait tout gérer. C'était une erreur. Regardez Giscard d'Estaing, qui s'est fourvoyé dans un pays comme la Centrafrique en laissant un adjudant-chef de l'armée française de se faire sacrer empereur Bokassa, tout ça parce qu'il aimait la chasse. Oui, mais enfin, comment vous qualifierez l'influence de la France en Afrique aujourd'hui, le poids de la France? Est-ce qu'il y a un déclassement? Est-ce qu'il y a une perte d'influence? Quelle est la situation? Malheureusement, oui. Il y a un déclassement, mais qui, à mon avis, aujourd'hui, va au-delà de ça. Il y a un rejet manifeste et assez virulent de la France dans certaines parties du continent africain. C'est extrêmement visible et bruyant parce que ça s'exprime non pas à bas bruit, mais de manière très ouverte, à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues, donc en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique centrale, même si les signaux sont pour l'instant moins facilement identifiables ou audibles, le processus de rejet, ou en tout cas de très fort scepticisme face à la pertinence du type de présence française que l'on a aujourd'hui sur le continent, se fait entendre aussi. Comment faire pour inverser les choses? Est-ce que le « en même temps » de Macron, parce qu'on ne sacrifie pas le présent et avec les dirigeants en poste, mais on prépare la jeunesse, est-ce que cette démarche, que faire pour venir inverser ce déclassement? Alors, il me semble que le « en même temps », justement, ne peut pas fonctionner en politique étrangère, qu'il s'agisse de la France ou qu'il s'agisse d'autres dossiers. On le voit très bien ailleurs avec la politique étrangère menée par le président Macron. Sur le continent africain, il est évident aujourd'hui que le deux poids, deux mesures et l'absence de cohérence de la politique ne peut plus se poursuivre sous peine de perdre encore davantage d'influence et d'être vraiment poussé dehors de manière encore plus violente que ça ne l'est aujourd'hui. Il faut rappeler que la France a été forcée de quitter et le Mali et le Burkina Faso, ce qui ne s'était jamais produit, ce qui est quand même un signe d'humiliation et un signal extrêmement préoccupant. Mais on s'aperçoit aussi, je pense que lorsqu'on regarde le cas du Tchad, pour moi, il est significatif de ces incohérences qui ne sont plus acceptées par les opinions publiques africaines, mais aussi par certains États. C'est-à-dire que lorsque, dès le lendemain du décès du président Idriss Déby, une junte militaire s'installe au pouvoir de manière absolument inconstitutionnelle, plaçant à sa tête le fils du président défunt, là encore dans le cadre d'une transition dynastique, il n'est pas possible que la France valide immédiatement par un communiqué, puis par un voyage du chef de l'État, cette accession inconstitutionnelle au pouvoir, tout en condamnant de manière très forte les coups d'État qui ont eu lieu au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Il n'y a absolument aucune cohérence à cette politique. Et pour terminer, vous parlez de cette question de la jeunesse ou de cette question de la société civile. C'est également quelque chose qui n'est pas accepté ni par les opinions publiques, parce qu'il y a l'impression qu'il y a cooptation absolument arbitraire de quelques organisations de la société civile considérées comme représentatives alors qu'elles ne sont pas reconnues localement. Mais cela rend très insatisfait aussi les chefs de l'État qui se sont vus exclure du sommet de Montpellier, Afrique-France, qui n'a inclus aucun dirigeant africain. Vous voulez dire que